Mardi 12 mai 2020. Sur le vif, épisode 6. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Isabelle Eck, collaboratrice du CRIMIS et chercheur à Parole d'Exclus. Cet organisme à but non lucratif lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à travers la prise de parole, la mobilisation et l'accompagnement de démarches citoyennes. Le maillage entre la recherche et ce qui se passe sur le terrain fait partie intégrante de Parole d'Exclus. Alors, bien merci Isabelle d'être avec nous aujourd'hui et de prendre ce temps. Montréal-Nord est devenu l'épicentre de la pandémie au pays. Selon vous, qu'est-ce que la crise révèle? Alors, je dirais en premier que cette crise-là révèle des inégalités sociales qui existaient déjà avant la crise. On voit que selon les conditions de vie, la situation dans laquelle on se trouve, nous ne sommes pas égaux devant la crise. À Montréal-Nord, c'est un arrondissement qui est marqué par la pauvreté. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les services essentiels. Donc, ce qui fait en sorte que ces personnes-là ne peuvent pas nécessairement rester chez eux pour faire du télétravail. Ces personnes-là continuent à prendre le transport en commun pour se rendre à leur lieu de travail. Ils sont très souvent mal protégés. Donc ça, c'est, je pense, le facteur principal qui explique pourquoi Montréal-Nord est devenu un foyer d'éclosion dans le pays. On sait aussi que il y a certaines zones dans le quartier qui sont très très denses, avec des familles nombreuses dans des logements relativement petits, parfois en mauvaises conditions. Donc tout cela sont des facteurs qui rendent le confinement plus difficile et qui contribuent aussi à une propagation du virus dans le quartier. Vous êtes dans une position spécifique, vous travaillez dans un organisme communautaire. Qu'est-ce que la crise fait vivre aux personnes plus spécifiquement? Quels sont les enjeux qui sont vécus et rapportés à Parole d'Exclus? Au début de la crise, il y a beaucoup d'organismes qui ont fermé, des banques alimentaires qui ont fermé. Donc ça a tout de suite amené une crise alimentaire dans le quartier. Mais en même temps, c'est un enjeu auquel les acteurs ont assez bien répondu. Donc il y a beaucoup d'aide alimentaire qui s'est mis en place, des paniers d'urgence qui sont distribués aux familles dans le besoin. Il y a aussi la distribution de repas par les citoyens, par des organismes. Donc, je trouve qu'il y a une très belle réponse qui a été apportée en ce sens. Des questions de santé mentale, d'anxiété aussi, c'est un deuxième enjeu qui est très important. Donc, le fait d'être en confinement amène de l'isolement chez les personnes. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont perdu leur accès aux intervenants psychosociaux. Donc, l'accès à la santé, aux services de santé a déjà été difficile avant la crise. Donc, en fait, on voit vraiment que tous les enjeux présents sur le territoire se sont vraiment aggravés et accentués pendant la crise. Un autre enjeu important qui est souligné depuis très longtemps, c'est la fracture numérique. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à l'information, qui a l'équipement ou les connexions nécessaires pour accéder à Internet. Donc, dans un contexte de pandémie où l'accès à l'information pour connaître, les consignes sanitaires, etc., c'est extrêmement important. Donc, c'est aussi un vecteur important pour l'inclusion, pour briser l'isolement, parce que, bien sûr, avec le confinement, le lien qui reste avec les autres, c'est souvent par téléphone, par Internet. Donc, il y a ce manque d'accès-là à l'information, à Internet, au téléphone, c'est quand même assez important. Un autre enjeu qui s'est accentué, je dirais, avec l'éclosion de la crise à Montréal-Nord, c'est la stigmatisation des personnes dans le quartier. Donc ça aussi, on sait depuis longtemps, Montréal-Nord, dans la presse, est souvent associé aux gangs de rue, à la violence, etc. Même si on sait et j'aimerais beaucoup attirer l'attention là-dessus, que c'est vraiment des conditions structurelles, des conditions de vie, des conditions de travail qui expliquent là où on en est aujourd'hui à Montréal-Nord. Malheureusement, il y a encore beaucoup de voix qui pointent du doigt des comportements individuels. On doit travailler
comportement individuel, on doit sensibiliser les personnes, mais il ne faut pas leur faire porter ce fardeau-là aux gens de Montréal-Nord qui sont déjà dans une situation très difficile. Comment les acteurs sur le terrain répondent-ils aux enjeux vécus par les citoyens, que ce soit chez vous à Parole d'Exclus ou plus largement dans le milieu communautaire? Les chargés de mobilisation à Parole d'Exclus soutiennent individuellement et collectivement les citoyens. On a plusieurs groupes d'entraide qui ont été transférés sur l'espace virtuel, comme plusieurs activités au sein de l'espace santé citoyen, où il y a à la fois l'entraide par les pairs, soutien en santé mentale. On produit aussi des podcasts pour informer la population. On travaille beaucoup avec les citoyens relais sur le terrain. Donc, toutes ces personnes-là qui, depuis des années, sont très engagées dans les comités citoyens, à Parole d'Exclus, dans d'autres organismes, c'est vraiment ces personnes-là qui prennent aujourd'hui la relève et, comme on dit, ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Plus largement, au-delà de Parole d'Exclus, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes. En fait, tous les organismes ont ajusté leurs pratiques. Et il y a des très belles collaborations qui sont nées en ce temps de crise. Donc, il y a un grand nombre de cellules de crise qui ont été mises sur pied depuis le début, que ça soit sur des thématiques précises comme le logement ou encore pour des secteurs de l'arrondissement en particulier comme le nord-est de Montréal-Nord. Donc, pour donner peut-être un ou deux exemples, les acteurs ont réfléchi, mais comment on peut s'assurer à ce que les messages du gouvernement sur les enjeux sanitaires soient vraiment entendus par tout le monde. Donc, Parole d'Exclus avec d'autres acteurs sur le terrain, SPVM, la FTQ et d'autres organismes, ont développé un projet qui s'appelle Porte-Voix, qui est en fait un camion qui circule dans les rues du quartier et qui diffuse les messages de sensibilisation et d'information dans différentes langues. Et depuis, en fait, ce projet-là a été transféré dans d'autres quartiers à Côte-des-Neiges, Saint-Michel, et les messages sont diffusés dans beaucoup plus de langues aujourd'hui. Et les messages sont aussi actualisés au fur et à mesure que la situation évolue. Vous travaillez à titre de chercheur. Comment on joue un rôle de chercheur? Oui, alors la recherche à Parole d'Exclus a toujours été très orientée vers l'action. Donc on produit des connaissances d'abord pour avoir un effet sur le terrain. Donc on cherche à comprendre des phénomènes, des situations pour faciliter un changement sur le terrain. Aujourd'hui, dans le contexte de la COVID-19, je dirais que ça aussi, ça s'est accentué encore plus. Donc si on était déjà dans un temps cours de production de connaissances comparé à ce qui se fait dans les milieux universitaires, aujourd'hui, on doit agir encore plus rapidement. Donc, notre travail se situe à différents niveaux. En fait, d'un côté, on essaie de comprendre le vécu des citoyens pendant cette crise, donc comment les gens, quels sont les enjeux qui émergent sur le terrain. On essaie aussi de comprendre le changement des pratiques sur le terrain par les acteurs communautaires, les collaborations qui naissent. Et on a aussi une fonction, on peut dire, de R&D sociale où on essaie d'alimenter aux besoins les acteurs, les instances qui se sont mis en place. Une chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de montrer que oui, on est dans une crise, mais on est dans une crise qui est accentuée dans les conditions actuelles. Mais la crise sociale et les conditions de vie plus difficiles existaient avant, et ça fait des années en fait qu'on essaye d'amener des réponses structurantes, qu'on interpelle pour qu'il y ait un changement, une amélioration des conditions de vie à Montréal-Nord. Isabelle, pour clore cet entretien, est-ce que vous avez un message, d'autres choses que vous aimeriez nous dire? Il y a une très forte proportion de familles monoparentales dans le quartier
Et ça pose vraiment des obstacles supplémentaires pour les personnes mères monoparentales, juste pour s'alimenter, aller faire des courses. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Avant, on pouvait soit les amener, on pouvait compter sur le soutien d'une voisine, d'un voisin pour garder les enfants, ou surtout les enfants étaient peut-être à l'école avant. Et aujourd'hui, donc tous ces types de soutien-là, tous ces recours-là, en fait, n'existent plus. Le faible revenu, de façon générale, est évidemment un enjeu majeur pour faire face à la nouvelle réalité. Et si on combine ça avec la fracture numérique, un assez faible taux de diplomation aussi dans le quartier, on peut s'imaginer tous les défis que ça représente pour les gens pour, par exemple, remplir les formulaires pour avoir accès aux aides. C'est déjà un labyrinthe de s'y retrouver. Donc si en plus on a des jeunes enfants à la maison, on est seul, on n'a pas Internet, comment y arriver? Qu'est-ce qui vous permet de rester inspiré, ancré dans ce contexte? Je pense juste de suivre de près ce qui se passe sur le terrain. Je trouve ça très très inspirant. Il y a énormément de solidarité qui émerge en ce temps de crise. On voit l'entraide très très forte chez les citoyens, un engagement exemplaire et extrêmement inspirant du côté des intervenants. Donc ça, c'est certainement une source d'inspiration. Je vois plus largement aussi sur Internet l'énorme partage de ressources, d'outils, etc. qui s'est mis en place. Donc je pense que c'est des éléments qui nous donnent espoir et dont il faut se nourrir pour continuer dans cette période qui comporte beaucoup de défis.